Le 23 août 1989, le yacht de luxe Belle Étoile est retrouvé à la dérive au large de Cassis, sur la côte méditerranéenne française. À son bord, aucune trace de son propriétaire, Henri Lavallée, un industriel textile lyonnais dont la fortune était estimée à plusieurs millions de francs. Les verres de champagne étaient encore sur la table du pont, la radio fonctionnait normalement, et le moteur tournait au ralenti. Tout semblait indiquer qu'Henri avait simplement disparu en pleine mer, sans explication, sans témoin, sans corps. Pendant 10 ans, sa famille a vécu dans l'incertitude. Sa fille unique, Amélie, architecte reconnue à Paris, a maintenu son innocence malgré les rumeurs. Sa jeune épouse, Solène, a hérité d'une fortune considérable tout en clamant son chagrin. Les enquêteurs ont conclu à un accident probable, peut-être un suicide, mais sans certitude absolue. Puis, en 1999, lors de la démolition d'un ancien entrepôt familial dans le 3e arrondissement de Lyon, des ouvriers ont fait une découverte qui allait tout changer. Caché derrière un mur, dans une cavité soigneusement dissimulée, se trouvait un journal intime, le journal d'Henri Lavallée. Et les dernières pages accusaient directement sa propre fille. Comment un père en arrive-t-il à soupçonner son unique enfant au point de le consigner dans un journal secret? Qu'avait découvert Henri Lavallée dans les semaines précédant sa disparition? Et surtout, pourquoi ce journal était-il caché dans un bâtiment que seule sa famille connaissait? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, 1989. La ville brillait encore de son passé industriel glorieux, même si les années 80 avaient apporté leur lot de transformations. Le quartier de la Croix-Rousse, ancien bastion des Canutes, abritait encore quelques entreprises textiles familiales qui résistaient à la mondialisation. Parmi elles, les établissements Lavallée, fondés en 1892, représentaient l'une des dernières dynasties du textile lyonnais. Henri Lavallée était né en 1937 dans une famille qui respirait le tissu. Son grand-père avait bâti l'Empire, son père l'avait consolidé et lui l'avait modernisé. À 52 ans, Henri incarnait la réussite à la française, un homme qui avait su adapter l'entreprise familiale aux nouvelles réalités économiques sans renier ses racines. Grand, les cheveux grisonnants soigneusement coiffés en arrière, il portait toujours des costumes taillés sur mesure dans les tissus de sa propre manufacture. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme méticuleux, parfois distant, mais profondément attaché à son héritage familial. Son bureau, situé dans un immeuble haussmannien du 2e arrondissement, donnait sur la place Bellecour. Il y passait ses matinées à gérer les affaires courantes, supervisant personnellement chaque décision importante. L'après-midi, il visitait l'usine de Vaux-en-Velin, où près de 150 employés produisaient des tissus d'ameublement haut de gamme exportés dans toute l'Europe. Henri connaissait le prénom de chaque contremaître, se souvenait des anniversaires, demandait des nouvelles des familles. Cette proximité lui avait valu une loyauté rare dans le monde industriel des années 80. Sa vie personnelle était plus complexe. Son premier mariage avec Marguerite Blanchard, fille d'un notaire lyonnais, avait duré 23 ans avant de se terminer par un divorce discret en 1985. De cette union était née Amélie en 1961. La jeune femme avait hérité de l'intelligence analytique de son père et de la sensibilité artistique de sa mère. Brillante élève, elle avait intégré l'école d'architecture de Paris-Belleville à 18 ans, loin de l'univers textile familial qui l'étouffait. Amélie et Henri entretenaient une relation paradoxale. Ils s'admiraient mutuellement, lui respectaient son indépendance et son talent, elle reconnaissait sa détermination et son éthique de travail. Mais une distance émotionnelle les séparait, creusée par les longues heures qu'Henri consacrait à son entreprise pendant l'enfance d'Amélie. Elle lui reprochait silencieusement son absence lors des moments importants. Ses récitals de piano, ses remises de prix, ses premières expositions d'architecture. Lui
regrettait de ne pas comprendre cette fille qui avait choisi un chemin si différent du sien. En 1986, Henri avait rencontré Solène Mercier lors d'un défilé de mode à Paris. Elle avait 37 ans, lui 49. Ancienne mannequin reconvertie dans la décoration d'intérieur, Solène apportait à la vie d'Henri une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Grande, élégante, avec des cheveux blonds coupés au carré et un sourire éclatant, elle contrastait avec la rigueur austère de son existence lyonnaise. Ils s'étaient mariés discrètement, en 1986, dans une mairie du 16e arrondissement parisien, en présence d'une dizaine d'invités seulement. Amélie avait accueilli ce remariage avec une froideur polie. Non qu'elle détestât Solène, elle la connaissait à peine. Mais l'idée que son père puisse recommencer sa vie avec une femme à peine plus âgée qu'elle la dérangeait profondément. Lors du mariage, elle s'était contentée d'un sourire pincé et d'une poignée de main cordiale. Les relations entre les deux femmes demeuraient courtoises, mais distantes, limitées aux réunions familiales obligatoires lors des fêtes de fin d'année. Henri avait acheté le yacht Belle Étoile en 1987, réalisant un rêve d'enfance. C'était un Beneteau Oceanis 45 pieds, un voilier élégant avec une cabine principale luxueuse, une cuisine équipée et suffisamment d'espace pour accueillir 6 personnes confortablement. Il l'amarrait au port de Cassis, ce petit village de pêcheurs devenu station balnéaire prisée à 4 heures de route de Lyon. Les week-ends d'été, il descendait naviguer, parfois avec Solène, souvent seul. La mer lui offrait ce que le monde des affaires ne pouvait donner, le silence, la solitude, le temps de réfléchir. Vincent Deschamps, son associé depuis 1968, était probablement la personne qui connaissait le mieux Henri. Ils s'étaient rencontrés à l'école de commerce de Lyon et avaient développé une amitié basée sur la confiance mutuelle et des valeurs partagées. Vincent gérait la partie financière de l'entreprise pendant qu'Henri supervisait la production et le développement. Tous les mardis, ils déjeunaient ensemble dans un bouchon lyonnais de la rue Mercière, discutant affaires et vie personnelle autour d'un tablier de sapeur et d'une bouteille de côte du Rhône. Au printemps 1989, quelque chose avait changé chez Henri. Vincent l'avait remarqué le premier, son ami semblait préoccupé, distrait pendant les réunions. Il consultait fréquemment un petit carnet noir qu'il gardait dans la poche intérieure de sa veste, y griffonnant des notes rapides. Quand Vincent lui demandait si tout allait bien, Henri répondait par un sourire fatigué et une phrase évasive. Des questions familiales, rien de grave. Mais son regard trahissait une inquiétude plus profonde. En juillet de cette même année, Henri avait commencé à poser des questions inhabituelles à Vincent concernant les comptes de l'entreprise. Il voulait vérifier certaines transactions, revoir des factures anciennes, comprendre des mouvements d'argent qui remontaient à plusieurs années. Vincent, surpris mais coopératif, lui avait fourni tous les documents demandés. Henri passait des heures dans son bureau, porte fermée, à comparer des chiffres, à souligner des passages, à établir des connexions que personne d'autre ne voyait. C'est dans ce contexte tendu, alors que l'été 1989 battait son plein et que Lyon suffoquait sous une chaleur écrasante, qu'Henri Lavallée décida de prendre quelques jours de repos en solitaire sur son yacht. Il en avait besoin, disait-il, pour réfléchir, pour faire le point. Personne ne savait qu'il ne reviendrait jamais. Le mardi 22 août 1989, Henri Lavallée quitta son bureau de Lyon vers 15 heures. Il avait informé sa secrétaire, Madame Pauline Garnier, qu'il partait pour Cassis et serait de retour le lundi suivant. Il semblait calme, presque serein selon ses propres mots. Avant de partir, il avait passé 1 heure au téléphone dans son bureau, porte fermée. Madame Garnier avait entendu sa voix monter à plusieurs reprises, mais n'avait pu distinguer les mots. Henri conduisait une Mercedes 280 bleu marine, immatriculée dans le Rhône. Les péages autoroutiers confirmeraient plus tard qu'il était passé à Valence à 17h45, puis à Aix-en-Provence à 19h20. Il était arrivé à Cassis vers 20h30, se garant sur le parking du port comme il le faisait habituellement. Marc Bélanger, le gardien du port qui le connaissait bien, l'avait salué alors qu'Henri marchait vers son yacht.
Il portait un sac de voyage en cuir marron et tenait une sacoche noire sous le bras, se souviendrait Marc lors de l'enquête. Je lui ai demandé s'il partait longtemps. Il m'a répondu quelque chose comme « juste quelques jours pour me vider la tête ». Il avait l'air fatigué, mais rien d'alarmant. Henri avait embarqué sur le Belle Étoile vers 20h45. Plusieurs plaisanciers l'avaient vu préparer le bateau, vérifier les cordages, ranger ses affaires dans la cabine. Vers 21h15, il avait démarré le moteur. Le soleil se couchait sur la Méditerranée, teintant le ciel de rose et d'orange. Henri avait quitté le port lentement, saluant de la main les autres navigateurs présents. C'était la dernière fois que quelqu'un le voyait vivant, de manière certaine. Le lendemain matin, mercredi 23 août, Alain Breton, un pêcheur professionnel de la Ciotat, repéra le Belle Étoile vers 6h30. Le yacht dérivait à environ 3 km au large, entre Cassis et la Ciotat, dans une zone où les courants pouvaient être traîtres. Alain trouva cela étrange. Il connaissait Henri de vue, savait qu'il était un navigateur expérimenté qui ne laissait jamais son bateau dériver ainsi. Il s'approcha et héla le yacht. Pas de réponse. Le Belle Étoile oscillait doucement sur l'eau calme, son moteur tournant toujours au ralenti, mais personne n'apparaissait sur le pont. Inquiet, Alain monta à bord après avoir amarré son propre bateau. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Sur la table du pont arrière, 2 verres à champagne étaient posés, l'un encore à moitié plein. Une bouteille de Veuve Clicquot, ouverte, reposait dans un seau à glace dont la glace avait fondu. Un plateau de fromage et de raisin était disposé à côté, à peine entamé. La radio VHF fonctionnait sur le canal 16, le canal d'appel international. Les voiles étaient ferlées correctement, les cordages rangés avec soin. Rien n'indiquait une lutte ou un désordre quelconque. Alain descendit dans la cabine principale. Le lit était défait comme si quelqu'un y avait dormi. Des vêtements étaient pliés sur une chaise. Un pantalon beige, une chemise blanche, des chaussures bateau. Le sac de voyage d'Henri était ouvert sur le sol, son contenu partiellement déballé. Sur la petite table de navigation, Alain remarqua un carnet ouvert, avec des notes manuscrites qu'il ne prit pas le temps de lire. Un stylo-plume en argent reposait à côté, mais aucune trace d'Henri Lavallée. Alain contacta immédiatement les autorités maritimes via la radio du yacht. À 8h15, la gendarmerie maritime de Marseille était alertée. À 9h, 2 vedettes des affaires maritimes ratissaient la zone. À midi, un hélicoptère de la sécurité civile survolait le secteur, cherchant un corps dans l'eau turquoise. Les recherches se poursuivirent pendant 3 jours, mobilisant des plongeurs, des bateaux de pêche locaux et des bénévoles. On ne trouva rien. Le capitaine Marcel Fontaine, officier de la gendarmerie maritime basée à Marseille, prit en charge l'enquête. Âgé de 45 ans, avec 22 ans de service, Marcel avait l'expérience des drames en mer, mais cette affaire le dérangeait. Trop d'éléments ne collaient pas. Premièrement, Henri était un excellent nageur et un navigateur prudent. Ses amis du port confirmaient qu'il portait toujours son gilet de sauvetage en mer, même par temps calme. Or, le gilet d'Henri était toujours accroché dans la cabine, intact. Deuxièmement, la météo avait été parfaite cette nuit-là. Mer calme, vent faible, visibilité excellente. Aucune raison pour qu'un homme expérimenté tombe à l'eau accidentellement. Troisièmement, ces 2 verres de champagne. Quelqu'un d'autre avait-il été sur le yacht? Mais qui? Personne au port n'avait vu Henri embarquer avec un passager. Et s'il avait retrouvé quelqu'un en mer, comment cette personne serait-elle arrivée là? Marcel fit transporter le Belle Étoile au port de Marseille pour un examen approfondi. Les techniciens de l'identité judiciaire relevèrent les empreintes digitales sur les verres, la bouteille, dans toute la cabine. Résultat, uniquement les empreintes d'Henri. Pas d'empreintes étrangères, pas de traces de lutte, pas de sang, pas de cheveux suspects. Comme si Henri avait été seul à bord et avait simplement disparu dans l'air marin. Le carnet trouvé sur la table de navigation contenait des notes maritimes banales, horaires de marée, coordonnées GPS, calcul de navigation. Rien d'inhabituel. Marcel le fit quand même saisir et verser au dossier. Le vendredi 25 août, Marcel se rendit à Lyon pour interroger la famille.
Solène Lavallée le reçut dans l'appartement qu'elle partageait avec Henri, un spacieux 5 pièces, rue de la République. Elle était effondrée, les yeux rougis par les larmes, la voix tremblante. Henri adorait la mer, c'était son refuge, expliqua-t-elle. Mais ces dernières semaines, il était préoccupé, tendu. Il ne me disait pas tout. Je pensais que c'était le stress du travail. Savait-elle si Henri avait des ennemis, des problèmes financiers, des raisons de fuir ou de se suicider? Non, affirma Solène. L'entreprise marchait bien. Ils n'avaient pas de dettes, aucun contentieux connu. Leur mariage était heureux. Elle ne comprenait pas. Marcel interrogea ensuite Vincent Deschamps. L'associé d'Henri confirma l'état préoccupé de son ami ces derniers mois, mais ne put fournir d'explications précises. Il vérifiait des transactions anciennes, comme s'il cherchait quelque chose, dit Vincent. Mais il ne m'a jamais dit quoi exactement. Je pensais qu'il voulait simplement s'assurer que tout était en ordre. Quant à Amélie Lavallée, Marcel dut attendre plusieurs jours avant de pouvoir la rencontrer. La jeune femme se trouvait à Paris, où elle travaillait sur un projet architectural important. Elle descendit à Lyon le dimanche 27 août et reçut Marcel dans le cabinet d'architecture où elle avait un bureau temporaire, rue Président Édouard Herriot. Amélie était une femme de 28 ans, mince, les cheveux châtains coupés courts, le visage marqué par une fatigue émotionnelle évidente. Elle répondit aux questions de Marcel avec une précision clinique, presque détachée, ce qui surprit l'enquêteur. Oui, son père et elle n'étaient pas particulièrement proches. Non, elle ne savait pas qu'il partait naviguer cette semaine-là. Non, ils ne s'étaient pas parlé depuis début juillet, lors d'un déjeuner familial tendu. Le sujet de la conversation, des histoires d'héritage, de testament, des sujets désagréables qu'elle préférait oublier. Avait-elle un alibi pour la nuit du 22 au 23 août? Oui, elle était à Paris, dans son appartement du 11e arrondissement. Seule, certes, mais son concierge pourrait confirmer qu'elle était rentrée vers 22 heures ce soir-là et n'était pas ressortie. De plus, elle n'avait jamais mis les pieds sur le yacht de son père, ne savait même pas naviguer. Marcel nota ces informations sans commentaire. Quelque chose dans l'attitude d'Amélie le dérangeait, mais il ne pouvait mettre le doigt dessus. Peut-être était-ce simplement sa façon de gérer le deuil. Certaines personnes se réfugiaient dans le contrôle émotionnel face à la tragédie. L'enquête officielle se poursuivit pendant 6 semaines. Les comptes bancaires d'Henri furent épluchés. Aucun retrait suspect, aucune transaction inhabituelle. Son testament, daté de 1986, léguait la moitié de sa fortune à Solène et l'autre moitié à Amélie, avec des clauses spécifiques concernant la gestion de l'entreprise familiale. Rien qui suggère un mobile évident pour un meurtre. Les plongeurs explorèrent le fond marin dans un rayon de 10 kilomètres autour du point où le yacht avait été retrouvé. Ils ne découvrirent aucun corps, aucune trace, aucun indice. La Méditerranée avait gardé son secret. En novembre 1989, faute de preuves concluantes, le procureur de la République de Marseille classa l'affaire avec la mention « Disparition inquiétante, présomption de décès accidentel en mer ». Henri Lavallée fut déclaré officiellement disparu, mais pas légalement décédé. Il faudrait attendre 10 ans pour cela, selon la loi française. Le Belle Étoile fut rendu à la famille. Solène décida de le vendre. Amélie retourna à Paris, à sa vie, à ses projets architecturaux. Vincent Deschamps continua à gérer l'entreprise en attendant les décisions juridiques concernant la succession. Et la vie continua, comme elle continue toujours, même après les drames les plus incompréhensibles. Les années qui suivirent, le 23 août 1989, furent marquées par une étrange suspension du temps pour ceux qui avaient connu Henri Lavallée. Solène quitta Lyon 6 mois après la disparition, incapable de supporter les regards, les murmures, les questions non posées qui flottaient dans chaque conversation. Elle s'installa à Nice, dans un appartement avec vue sur la promenade des Anglais, vivant de l'argent que l'entreprise continuait à générer. Elle donnait parfois des interviews aux journaux locaux, toujours les mêmes phrases, soigneusement choisies. « Henri me manque chaque jour. J'espère qu'un jour nous aurons des réponses. »
La mer a pris l'homme que j'aimais. Les établissements Lavallée continuèrent à fonctionner sous la direction de Vincent Deschamps, qui avait obtenu un mandat de gestion temporaire du tribunal de commerce. L'entreprise survivait, mais l'âme qu'Henri y avait insufflée manquait cruellement. Les employés parlaient encore de lui au présent, comme s'il allait franchir la porte du bureau à tout moment. Son espace de travail resta intact pendant 2 ans, ses dossiers classés, son fauteuil en cuir vide, face à la place Bellecour. Amélie Lavallée était peut-être celle dont la vie avait le plus changé, même si extérieurement rien ne le laissait paraître. Elle s'était plongée dans son travail avec une intensité féroce, enchaînant les projets, remportant des concours d'architecture prestigieux. En 1991, elle avait ouvert sa propre agence dans le Marais à Paris, spécialisée dans la rénovation de bâtiments historiques. Son talent était indéniable, sa réputation grandissante. Mais ceux qui la côtoyaient remarquaient quelque chose de changé. Amélie avait toujours été réservée, mais elle était devenue franchement distante. Elle ne parlait jamais de son père, évitait les questions personnelles, construisait autour d'elle des murs émotionnels aussi solides que les structures qu'elle concevait. Ses rares amis proches notaient qu'elle ne dormait pas bien, qu'elle sursautait au téléphone quand on l'appelait tard le soir, qu'elle refusait systématiquement toute invitation impliquant la mer ou les bateaux. Une fois par an, en août, Amélie se rendait discrètement à Cassis. Elle louait une chambre dans un petit hôtel du centre-ville, loin du port, et passait la journée du 23 août, assise sur la plage des Lombards, regardant la mer. Elle n'en parlait à personne, ne publiait rien sur les réseaux sociaux. L'époque de Facebook et Instagram n'était pas encore arrivée de toute façon. C'était son rituel privé, son unique concession au deuil. À Lyon, les rumeurs n'avaient jamais vraiment cessé. Dans les salons bourgeois de la Croix-Rousse, on murmurait. Henri s'était-il suicidé? Avait-il une maîtresse cachée, une vie secrète? Devait-il de l'argent à des personnes dangereuses? Solène l'avait-elle fait tuer pour hériter? Amélie était-elle plus impliquée qu'elle ne le laissait paraître? Ces spéculations avaient pris une tournure particulièrement désagréable en 1992. Lorsque Le Progrès, le quotidien régional, avait publié un article réexaminant l'affaire à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition. Le journaliste, un certain Julien Fabre, avait souligné les zones d'ombre persistantes, les relations familiales complexes et les questions financières non élucidées entourant la succession. Sans accuser directement quiconque, l'article insinuait que la vérité était peut-être plus sombre qu'un simple accident en mer. Vincent Deschamps avait été furieux. Il avait contacté le journal, menacé de poursuites en diffamation, mais l'article était suffisamment prudent juridiquement pour ne rien risquer. Le mal était fait. Les employés de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, tous avaient lu. La confiance, cette ressource fragile et essentielle en affaires, s'était érodée un peu plus. En 1993, Marguerite Blanchard, la première épouse d'Henri et mère d'Amélie, était décédée d'un cancer du sein à Lyon. Son enterrement au cimetière de Loyasse avait réuni une foule nombreuse. Amélie avait organisé la cérémonie avec son efficacité habituelle, le visage fermé, les larmes retenues, jusqu'à ce qu'elle soit seule dans sa chambre d'hôtel ce soir-là. Solène avait assisté aux funérailles, se tenant à l'écart, respectueuse mais présente. Les 2 femmes avaient échangé quelques mots polis devant la tombe, puis s'étaient séparées sans autre contact. C'est après les funérailles de sa mère qu'Amélie avait commencé à consulter un psychiatre parisien, le docteur Philippe Arnaud, dont le cabinet se trouvait boulevard Saint-Germain. Les séances hebdomadaires l'aidaient à gérer ce qu'elle appelait l'accumulation, cette sensation d'être écrasée sous le poids des pertes successives, des non-dits, des questions sans réponse. Le docteur Arnaud ne lui demandait jamais directement ce qui s'était passé avec son père. Il la laissait arriver à ses sujets à son propre rythme. Pendant ce temps, l'entreprise familiale déclinait lentement mais sûrement. La concurrence asiatique était féroce, les coûts de production français trop élevés. En 1995, Vincent avait dû licencier 30 employés, fermant une aile de l'usine de Vaux-en-Velin.
C'était déchirant. Certains de ces ouvriers travaillaient pour les Lavalée depuis 3 générations. Vincent se sentait coupable, comme s'il trahissait la mémoire d'Henri. Il avait tenté de contacter Amélie pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Elle était, après tout, l'héritière légitime. Mais Amélie s'était montrée catégorique. Elle ne voulait rien avoir à faire avec les établissements Lavalée. « Vendez, liquidez, faites ce qui vous semble juste », avait-elle dit lors d'une conversation téléphonique tendue. « Je n'ai jamais voulu de cet héritage. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle n'avait pas cédé. En 1996, 7 ans après la disparition, le tribunal de grande instance de Lyon avait officiellement déclaré Henri Lavalée absent au sens juridique du terme. Cette décision administrative permettait de débloquer certains aspects de la succession, de régulariser les comptes, de prendre des décisions concernant l'entreprise. Solène avait alors décidé de vendre sa part, empochant plusieurs millions de francs qu'elle investit dans l'immobilier sur la Côte d'Azur. Amélie, elle, avait refusé de vendre immédiatement. Elle avait confié ses parts à Vincent, lui donnant procuration complète pour gérer comme il l'entendait. C'était une façon de se distancer tout en préservant l'héritage paternel, une position inconfortable qui reflétait ses sentiments ambivalents. Les anciens collègues d'Henri se réunissaient parfois dans un bouchon lyonnais, partageant leurs souvenirs, leurs regrets. Ils évoquaient sa rigueur, son sens de l'honneur, sa capacité à écouter. Certains mentionnaient aussi ce changement dans les derniers mois, cette préoccupation grandissante qu'Henri n'avait jamais expliquée. Avec le recul, ces signes prenaient une dimension presque prophétique. En 1998, 9 ans après la disparition, un journaliste d'investigation nommé Antoine Girard avait contacté Amélie pour un livre qu'il préparait sur les affaires criminelles non résolues de la région Rhône-Alpes. Amélie avait refusé toute interview, toute participation. « Mon père n'est pas un sujet de divertissement », avait-elle répondu sèchement avant de raccrocher. Mais Antoine avait persisté, menant ses propres recherches, interrogeant d'anciens employés, des navigateurs du port de Cassis, des enquêteurs à la retraite. Son livre, publié en mars 1999, consacrait un chapitre entier à l'affaire Lavalée. Il n'apportait aucune révélation majeure, mais compilait tous les détails connus, toutes les zones d'ombre, toutes les hypothèses. Le chapitre se terminait par une phrase qui entrait Amélie longtemps. Peut-être la vérité se cache-t-elle là où personne n'a pensé chercher. Cette phrase s'avérerait étrangement prémonitoire, car à l'été 1999, exactement 10 ans après la disparition d'Henri Lavalée, quelqu'un allait effectivement chercher là où personne n'avait pensé regarder. Et ce qui serait découvert transformerait le mystère en accusation. Le lundi 5 juillet 1999, une équipe de démolition de l'entreprise Demoba arriva rue Paul-Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon. Leur mission était simple: raser un ancien entrepôt textile abandonné depuis le début des années 90 pour faire place à un projet immobilier de standing. Le bâtiment, une structure en briques rouges de la fin du XIXe siècle, appartenait à la succession Lavalée et avait été vendu 6 mois plus tôt à un promoteur parisien. Robert Lemoine, le chef de chantier, était un homme de 53 ans qui avait démoli plus de bâtiments qu'il ne pouvait en compter. Il connaissait Lyon comme sa poche, avait travaillé sur la plupart des grands projets de rénovation urbaine des années 80 et 90. Pour lui, ce chantier n'avait rien de particulier, un entrepôt vide parmi tant d'autres, promis à la destruction pour laisser place au progrès. Le bâtiment faisait 3 étages, avec de hauts plafonds et de larges baies vitrées, typiques de l'architecture industrielle lyonnaise. Au rez-de-chaussée, des machines à tisser rouillées gisaient encore, abandonnées comme les squelettes d'un passé révolu. Les étages supérieurs avaient servi de bureaux et d'espace de stockage. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière, les murs écaillés, les sols fissurés. L'équipe commença par évacuer les machines et les débris, préparant le terrain pour la démolition structurelle prévue la semaine suivante. C'était un travail physique, répétitif, que les ouvriers accomplissaient avec l'efficacité née de l'habitude. Le jeudi 8 juillet, vers 14h30,
Karim Ben Ali, un ouvrier de 29 ans qui travaillait pour Robert depuis 4 ans, s'attaquait à un mur du premier étage qui devait être abattu. Il utilisait une masse pour commencer à créer des ouvertures, facilitant le travail des engins de démolition qui interviendraient plus tard. En frappant le mur, il remarqua que le son n'était pas uniforme. À un endroit précis, près d'une ancienne fenêtre murée, le bruit était différent, plus creux, moins dense. Intrigué, Karim examina le mur de plus près. Il repéra une fissure verticale dans le plâtre, presque invisible sous la saleté accumulée. En grattant avec son outil, il réalisa que cette section du mur était en fait une fausse paroi, construite devant le mur original en briques. Une cache. « Robert, viens voir ça !» cria-t-il. Le chef de chantier monta l'escalier grinçant et rejoignit Karim. Ensemble, ils dégagèrent soigneusement la fausse paroi, révélant une cavité d'environ 60 cm de large sur 80 cm de haut, creusée dans le mur original. À l'intérieur, protégée par un sac plastique épais, se trouvait une boîte métallique rectangulaire, du genre qu'on utilisait autrefois pour ranger des documents importants. Robert sortit la boîte avec précaution. Elle était lourde, fermée par un simple loquet qui ne présentait aucune serrure. Les deux hommes échangèrent un regard. Ce n'était pas la première fois qu'ils trouvaient des objets cachés dans de vieux bâtiments. Parfois de l'argent liquide, parfois des bijoux, parfois juste de vieux papiers sans valeur. Mais quelque chose dans cette découverte avait un poids particulier. Robert ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient plusieurs carnets reliés en cuir noir, d'anciennes lettres dans des enveloppes jaunies, des photographies, et une chemise cartonnée contenant ce qui semblait être des documents financiers. Sur le premier carnet, une étiquette écrite à l'encre noire portait un nom, Henri Lavallée. « Merde !» murmura Robert. Il connaissait ce nom. Tout le monde à Lyon connaissait l'affaire Lavallée, le milliardaire disparu en mer 10 ans plus tôt. Les rumeurs, les théories, les articles de journaux. Et voilà qu'il venait de trouver quelque chose qui lui appartenait, caché dans un de ses anciens entrepôts. Robert referma la boîte immédiatement. « On ne touche à rien », dit-il à Karim. « On appelle les flics, c'est au-dessus de nous. » À 16 heures, 2 agents de la police nationale du commissariat du 3e arrondissement se présentèrent sur le chantier. Robert leur expliqua la situation, leur montra la cache dans le mur, la boîte et son contenu. Les policiers, après avoir consulté leur hiérarchie, décidèrent de transférer le tout au commissariat central de Lyon, quai Joseph Gillet. Le lendemain matin, vendredi 9 juillet, la boîte arriva sur le bureau du commandant Sophie Morel, responsable de la section des affaires non résolues. Sophie, 42 ans, cheveux bruns coupés courts, avait rejoint cette unité spécialisée 3 ans plus tôt, après 15 ans dans la police judiciaire. Son travail consistait à réexaminer les dossiers anciens à la lumière de nouvelles techniques ou de nouvelles informations. Elle ouvrit la boîte avec des gants, accompagnée de son adjoint, le lieutenant Thomas Giraud. Ensemble, ils examinèrent le contenu méthodiquement. Les carnets étaient au nombre de 4, couvrant la période de janvier à août 1989. C'étaient des journaux intimes, écrits de la main d'Henri Lavallée. L'écriture correspondait aux échantillons conservés dans le dossier d'enquête original. Sophie commença à lire. Les premières pages étaient banales. Réflexions sur le travail, notes sur des réunions d'affaires, observations sur la vie quotidienne. Mais au fil des mois, le ton changeait. Henri commençait à exprimer des doutes, des questionnements. En mars, il écrivait « Certains chiffres ne correspondent pas. Je dois comprendre pourquoi. » En avril, « J'ai demandé à Vincent de me fournir les relevés des 5 dernières années. Il semble surpris, peut-être inquiet, mais c'est nécessaire. » En mai, « J'ai trouvé des mouvements d'argent inexpliqués. Quelqu'un a accès aux comptes que je ne surveille pas assez. » En juin, le ton devenait plus personnel, plus troublé. Comment ai-je pu être si aveugle? Les signes étaient là depuis le début. Amélie, ma propre fille. Sophie s'arrêta, relut la phrase. Son cœur battait plus vite. Elle continua. Amélie m'a menti sur tant de choses. L'appartement à Paris, qu'elle prétend avoir acheté avec ses économies, j'ai vérifié. Elle n'avait pas les fonds nécessaires à l'époque. L'argent venait d'ailleurs.
de mon entreprise. J'ai passé des heures à reconstituer le puzzle. Les fausses factures, les virements vers des comptes dormants, puis les retraits en liquide, tout pointe vers elle, ou vers quelqu'un qui agit pour elle. Vincent? Impossible, je le connais depuis 30 ans, mais alors qui? Elle ne sait pas que je sais. Je dois décider comment gérer cette situation. C'est ma fille, ma seule enfant. Comment un père peut-il confronter sa fille avec de telles accusations? Et puis, l'entrée du 18 août 1989, 4 jours avant la disparition, j'ai décidé. Je vais parler à Amélie. Je lui donnerai une chance de tout m'expliquer, de se justifier. Peut-être y a-t-il une explication que je n'ai pas vue. Peut-être suis-je paranoïaque, usé par le stress. Mais je dois savoir. Je l'ai appelée aujourd'hui. Je lui ai demandé de me rejoindre sur le yacht mardi prochain. Elle a accepté, après quelques hésitations. Sa voix sonnait étrangement au téléphone. Peut-être sent-elle que quelque chose ne va pas. Mardi, nous aurons cette conversation. Sur la mer, loin de tout, juste elle et moi. Et nous verrons bien. C'était la dernière entrée du journal. Sophie et Thomas se regardèrent, conscients de ce qu'ils venaient de découvrir. 10 ans après la disparition d'Henri Lavallée, son journal intime accusait directement sa fille et suggérait qu'Amélie était présente sur le yacht la nuit de sa disparition, contrairement à ce qu'elle avait toujours affirmé. « Il faut rouvrir l'enquête », dit Sophie. Immédiatement, Thomas hocha la tête, déjà en train de composer le numéro du procureur de la République. Cette affaire, classée depuis 10 ans, venait de basculer d'un mystère non résolu à une potentielle affaire criminelle avec un suspect identifié. Et ce suspect était la fille de la victime. Le lundi 12 juillet 1999, le procureur de la République de Lyon, maître Jacques Fontaine, autorisa officiellement la réouverture de l'enquête sur la disparition d'Henri Lavallée. La découverte du journal intime constituait un élément nouveau suffisamment significatif pour justifier de nouvelles investigations. L'affaire fut confiée au commandant Sophie Morel et à son équipe. La première décision de Sophie fut de ne pas alerter immédiatement Amélie Lavallée. Elle voulait d'abord vérifier les allégations contenues dans le journal, reconstituer les mouvements d'argent mentionnés par Henri, établir une chronologie solide avant de confronter le suspect principal. Elle contacta Vincent Deschamps, désormais âgé de 63 ans et semi-retraité, après avoir vendu les derniers actifs des établissements Lavallée en 1997. Vincent accepta de rencontrer les enquêteurs dans les locaux de son ancienne entreprise, maintenant occupée par une start-up technologique. Les mouvements d'argent dont parlait Henri, répéta Vincent lorsque Sophie lui posa la question. Oui, je m'en souviens. Il était obsédé par cette histoire au printemps et à l'été 89. Il voulait tout vérifier, tout recompter. Je lui ai donné accès à tous les documents, évidemment. Et qu'a-t-il trouvé exactement? Demanda Sophie. Vincent soupira, se frottant les tempes comme pour faire revenir un souvenir pénible. Il y avait effectivement des irrégularités. Des factures de sous-traitance qui semblaient gonflées, des paiements à des entreprises qui n'existaient plus quand on vérifiait. Henri estimait qu'environ 2 millions de francs avaient disparu sur une période de 3 ans, entre 86 et 89. 2 millions de francs, répéta Thomas en notant. C'est considérable. Absolument, confirma Vincent. Henri m'a demandé de ne pas ébruiter l'affaire tant qu'il n'avait pas compris qui était responsable. Il ne voulait pas créer de panique parmi les employés, ni alerter le coupable. Il menait sa propre enquête discrètement. « Et vous n'avez jamais su qui était derrière ?» insista Sophie. Vincent hésita. Henri ne m'a jamais dit explicitement qu'il soupçonnait Amélie. Mais une fois, fin juillet, je crois, il a murmuré quelque chose comme « Les enfants ne sont jamais ce qu'on croit ». J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas insisté. Henri était mon ami, mais il gardait certaines choses pour lui, surtout quand ça concernait sa famille. Sophie posa alors la question cruciale. Le journal mentionne qu'Henri avait invité Amélie sur son yacht le 22 août. Étiez-vous au courant? Vincent secoua la tête. Non, il ne m'a rien dit. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le lundi 21 août. On a déjeuné ensemble comme d'habitude.
Il semblait déterminé, presque résolu, comme quelqu'un qui a pris une décision difficile. Mais il ne m'a pas parlé de rencontrer Amélie. L'équipe de Sophie entreprit ensuite de vérifier l'alibi d'Amélie pour la nuit du 22 au 23 août 1989. 10 ans plus tôt, la jeune femme avait affirmé être à Paris. Les enquêteurs retrouvèrent le concierge de son immeuble de l'époque, un certain monsieur Blanchard, maintenant âgé de 75 ans et à la retraite dans le Vaucluse. Au téléphone, monsieur Blanchard se souvenait vaguement d'Amélie. Une jeune femme sérieuse, toujours polie, qui ne causait jamais de problème. Mais quand Sophie lui demanda s'il était certain qu'Amélie était bien dans l'immeuble la nuit du 22 août 89, le vieil homme hésita. « Commandant, c'était il y a 10 ans. Je ne peux pas vous dire avec certitude qui était où une nuit spécifique. J'ai dû simplement confirmer qu'elle habitait bien l'immeuble à l'époque, pas qu'elle y était cette nuit-là précisément. La police m'avait montré une photo, j'avais dit oui, c'est une de mes locataires, c'est tout. Cet aveu était crucial. L'alibi d'Amélie, qui paraissait solide 10 ans plus tôt, s'avérait en réalité bien plus fragile qu'on ne l'avait cru. Sophie envoya Thomas à Paris pour consulter les registres d'un éventuel péage autoroutier. Si Amélie était descendue de Paris à Cassis la nuit du 22 août, elle aurait forcément emprunté l'autoroute. Mais c'était une piste difficile. En 1989, tous les péages n'étaient pas automatisés et les archives de passage de véhicules n'étaient conservées que quelques années. Néanmoins, Thomas découvrit quelque chose d'intéressant en épluchant les relevés bancaires d'Amélie de l'époque, conservés dans le dossier d'enquête original. Le 23 août 89, vers midi, Amélie avait retiré 300 francs à un distributeur automatique. La banque avait conservé la localisation de ce retrait, Aix-en-Provence, sur l'autoroute A8, Aix-en-Provence, à mi-chemin entre Paris et Cassis. Elle était dans le sud, dit Thomas en revenant briefer Sophie. Le jour même où le yacht a été retrouvé, elle a menti sur sa présence à Paris. Sophie sentit l'adrénaline monter. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais elle devait rester prudente, méthodique. Un bon dossier se construisait avec des faits irréfutables, pas des suppositions. Elle ordonna une vérification des registres téléphoniques. En 89, les factures détaillées conservaient la trace des appels passés. Henri avait-il vraiment appelé Amélie pour l'inviter sur le yacht, comme il l'écrivait dans son journal? Après 2 semaines de recherche dans les archives de France Télécom, l'équipe trouva la confirmation. Le 18 août 1989, à 17h12, un appel de 11 minutes avait été passé du bureau d'Henri à Lyon vers le numéro de l'appartement d'Amélie à Paris. L'appel que mentionne le journal. Le 22 août, jour du départ d'Henri pour Cassis, 2 autres appels avaient été passés depuis son bureau. L'un vers Vincent Deschamps à 9h, l'autre vers un numéro qu'il fallut identifier. Après vérification, c'était celui d'un cabinet d'avocats parisien spécialisé en droit des successions. Henri avait parlé 14 minutes avec maître François Leblanc. Sophie contacta l'avocat, maintenant âgé de 72 ans, mais toujours en activité. Maître Leblanc se souvenait très bien de cette conversation. « Monsieur Lavallée m'a appelé pour modifier son testament », expliqua l'avocat. « Il voulait déshériter sa fille, complètement. Je lui ai expliqué que ce n'était pas simple en droit français. On ne peut pas déshériter totalement un enfant, il y a la réserve héréditaire. Mais il pouvait réduire considérablement sa part. Il m'a demandé de préparer les documents, qu'il passerait les signer à son retour de vacances fin août. Évidemment, il n'est jamais revenu. Cette information était explosive. Henri s'apprêtait à déshériter Amélie juste avant de disparaître. Le mobile devenait évident. Si Amélie avait appris les intentions de son père, elle avait tout à perdre financièrement. Restait à prouver qu'elle était effectivement sur ce yacht. Sophie décida de retourner à Cassis, de réinterroger les témoins de l'époque. Le 28 juillet, accompagnée de Thomas, elle se rendit au port où Marc Bélanger, le gardien qui avait vu Henri partir, travaillait toujours. « Je me souviens très bien de cette soirée », dit Marc, maintenant âgé de 63 ans, assis sur un banc face au bateau. « Monsieur Lavallée est parti seul, ça j'en suis sûr. Mais quoi ?
pressa Sophie. Il y a quelque chose dont je n'étais pas certain à l'époque, alors je n'en ai pas parlé aux enquêteurs. Vers 22h30, une demi-heure après le départ de M. Lavallée, j'ai vu une voiture se garer sur le parking du port. Une Peugeot 205 rouge. Une femme en est sortie, assez jeune, cheveux courts. Elle a regardé vers la mer un long moment, puis elle est repartie. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. C'est seulement après, quand j'ai appris pour la disparition, que je me suis demandé si ça avait un rapport. Mais comme elle n'était pas montée sur un bateau, je me suis dit que non. Sophie sortit une photo d'Amélie datant de 89. Était-ce cette femme? Marc examina la photo longuement. Ça pourrait être elle. Mais 10 ans après, commandant, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. La femme que j'ai vue portait des lunettes de soleil, malgré la tombée de la nuit, ce qui m'avait paru bizarre. Je n'ai pas vu son visage, clairement. C'était frustrant. Un témoignage suggestif, mais pas définitif. Sophie continua ses recherches. Elle interrogea d'autres plaisanciers, des pêcheurs, des restaurateurs du port. Personne n'avait vu Amélie avec certitude. Puis, le 5 août, Thomas fit une découverte capitale en analysant les photos de l'enquête originale prises à bord du Belle Étoile après sa découverte. Sur l'une des images, prises dans la cabine, on voyait le sac de voyage d'Henri ouvert sur le sol. En zoomant sur la photo numérisée avec les outils modernes, Thomas repéra quelque chose que les enquêteurs de 89 avaient manqué. Dans un coin du sac, partiellement caché sous des vêtements, on distinguait un objet rectangulaire doré, un étui à cigarette féminin. Henri ne fumait pas, Solène non plus, mais Amélie, oui. Il faut retrouver cet étui, dit Sophie. Ah, s'il porte ses empreintes, c'est la preuve qu'elle était sur le yacht. Le problème était que le Belle Étoile avait été vendu par Solène en 90, puis avait changé de propriétaire 2 autres fois. Il naviguait maintenant quelque part sur la côte italienne. Quant aux objets saisis lors de l'enquête initiale, ils avaient été rendus à la famille après le classement de l'affaire. Sophie contacta Solène, qui vivait toujours à Nice. La femme, maintenant âgée de 50 ans, avait refait sa vie avec un chirurgien niçois. Elle accepta de recevoir les enquêteurs dans sa villa de Simiès. « Les affaires d'Henri ?» dit-elle en réfléchissant. « Après sa disparition, j'ai tout mis dans des cartons. Je ne pouvais pas les garder chez moi. C'était trop douloureux. Je les ai stockés dans un garde-meuble à Lyon. Je crois que je paie encore le loyer d'ailleurs, par prélèvement automatique. Je n'y suis jamais retourné. » Le lendemain, Sophie et Thomas se rendirent au garde-meuble de la rue Garibaldi à Lyon. Après avoir obtenu l'autorisation de Solène, ils ouvrirent le box numéro 42. À l'intérieur, une dizaine de cartons poussiéreux contenaient les restes de la vie d'Henri. Vêtements, livres, documents, souvenirs. Dans le 3e carton, enveloppé dans un journal daté de septembre 1989, ils trouvèrent l'étui à cigarette. Doré, finement ciselé, avec des initiales gravées, A.L. Amélie Lavallée. Sophie l'envoya immédiatement au laboratoire de police scientifique de Lyon. 3 jours plus tard, les résultats tombèrent. Malgré 10 ans de stockage, des empreintes digitales partielles mais exploitables avaient été relevées sur l'étui. Elles correspondaient aux empreintes d'Amélie conservées dans le fichier suite à une plainte pour vol de vélo qu'elle avait déposée en 1983. Amélie Lavallée avait menti. Elle était bien montée sur le yacht de son père. Et maintenant, 10 ans après, les preuves s'accumulaient contre elle. Il était temps de la confronter à la vérité. Le mercredi 18 août 1999, Sophie Morel et Thomas Giraud prirent le TGV pour Paris. Ils avaient rendez-vous avec Amélie Lavallée le lendemain matin, officiellement pour un complément d'information concernant l'enquête réouverte. Amélie avait accepté de les recevoir dans son agence d'architecture du Marais, ignorant que les enquêteurs détenaient désormais des preuves accablantes. Sophie avait longuement réfléchi à la stratégie d'interrogatoire. Elle ne voulait pas procéder à une arrestation immédiate. Malgré les preuves, le dossier présentait encore des zones d'ombre. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucun témoin direct du drame, aucune confession. Elle espérait qu'Amélie, confrontée aux éléments qu'ils avaient rassemblés, finirait par parler.
Le jeudi matin, ils se présentèrent au numéro 27 de la rue des Archives à 10 heures précises. L'agence Lavallée Architecture occupait le deuxième étage d'un immeuble du XVIIe siècle magnifiquement rénové. Une plaque de cuivre brillante annonçait le nom au pied de l'escalier. Amélie les reçut dans son bureau personnel. Une pièce lumineuse avec de hauts plafonds à la française, des murs blancs couverts de plans architecturaux et une grande table de travail en chêne massif. À 38 ans, elle avait gardé cette beauté austère que Sophie avait remarquée sur les photos d'époque. Cheveux châtains mi-longs maintenant, tailleur pantalon gris anthracite, lunettes à monture fine. Son visage trahissait une tension immédiate quand elle leur serra la main. « Commandant, lieutenant », dit-elle en les invitant à s'asseoir. « Votre message parlait d'éléments nouveaux concernant mon père. » Sophie sortit un dossier de sa sacoche. « Nous avons découvert quelque chose d'important il y a quelques semaines. Le journal intime de votre père. » Le visage d'Amélie ne changea pas. Mais Sophie remarqua que ses doigts se crispèrent légèrement sur la coudoir de son fauteuil. « Un journal ?» répéta Amélie d'une voix neutre. « Où l'avez-vous trouvé ?»« Caché dans un de ses anciens entrepôts, » répondit Thomas. « Il couvre les mois précédant sa disparition. » Sophie observait chaque micro-expression d'Amélie. La jeune femme restait remarquablement calme, mais une légère rougeur montait à ses joues. « Et que dit ce journal ?» demanda Amélie. Sophie posa sur la table une copie des pages les plus importantes. « Votre père vous accusait de détournement d'argent. 2 millions de francs sur 3 ans. Il avait des preuves, ou du moins, il pensait en avoir. » Amélie baissa les yeux vers les copies, les parcourut rapidement. Un long silence s'installa. Quand elle releva la tête, son visage s'était durci. « Mon père se trompait, » dit-elle finalement. « Je n'ai jamais volé un franc à son entreprise. Pourtant, il mentionne spécifiquement votre appartement parisien. Vous l'avez acheté en 87, alors que vos revenus d'architecte débutante n'auraient pas dû suffire. »« J'ai eu un prêt bancaire, » rétordit Amélie. « Et ma mère m'a aidé. C'est vérifiable. » Sophie hocha la tête. « Nous avons vérifié. Le prêt couvrait 50% du prix. Votre mère a apporté 20%. Les 30% restants, soit environ 300 000 francs de l'époque, sont venus d'un compte que vous aviez ouvert spécifiquement pour cet achat. Un compte alimenté par des virements en liquide. D'où venait cet argent, mademoiselle Lavallée ?» Amélie resta silencieuse. « Il y a autre chose, » continua Sophie. Elle sortit une deuxième série de documents. Le 22 août 89, votre père vous a appelé. 11 minutes de conversation depuis son bureau. Il vous a invité sur son yacht. « Je ne m'en souviens pas, » dit Amélie, mais sa voix manquait de conviction. « Vraiment ?» intervint Thomas. « Parce que le lendemain, le 23 août, vous avez retiré de l'argent à un distributeur d'Aix-en-Provence, alors que vous prétendiez être à Paris. » Le silence qui suivit était épais, presque palpable. Amélie regardait fixement les documents devant elle, comme si les mots allaient changer si elle se concentrait suffisamment fort. « Et puis il y a ceci, » dit Sophie en posant sur la table la photo de l'étui à cigarette. « Nous l'avons retrouvé parmi les affaires saisies sur le yacht. Vos initiales, vos empreintes. Vous étiez sur ce bateau, mademoiselle Lavallée. » C'est à ce moment qu'Amélie se brisa. Pas spectaculairement, pas de larmes, pas de cris. Juste un effondrement intérieur que Sophie reconnut dans l'affaissement de ses épaules, dans le tremblement de ses mains, dans la façon dont elle ferma les yeux. « Je veux un avocat », murmura-t-elle. « Bien sûr, » répondit Sophie. « Mais avant que nous n'en arrivions là, laissez-moi vous dire ce que nous pensons s'être passé. Votre père vous a appelé. Il vous a dit qu'il voulait vous parler en privé, loin de tout. Vous avez compris qu'il savait quelque chose. Vous êtes descendu à Cassis. Peut-être pensiez-vous pouvoir le convaincre, lui expliquer, mais la conversation a mal tourné. Il y a eu une dispute. Et votre père est passé par-dessus bord. Peut-être était-ce un accident, peut-être l'avez-vous poussé dans un moment de panique. Mais ensuite, vous avez eu peur. Vous avez quitté le yacht, laissé le moteur tourner pour faire croire qu'il naviguait seul. Vous êtes rentré à Paris, et vous avez menti pendant 10 ans. Amélie ouvrit les yeux. Des larmes coulaient maintenant, silencieuses, le long de ses joues. « Non !» dit-elle d'une voix brisée. « Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. » Sophie attendit.
Je veux raconter, continua Amélie. Mais je veux un avocat présent. Je raconterai tout, je vous le promets. Mais pas comme ça. Sophie hocha la tête. Très bien, nous vous plaçons en garde à vue. Vous avez le droit de prévenir un avocat. 3 heures plus tard, dans les locaux de la police judiciaire de Paris, quai des Orfèvres, Amélie Lavallée était officiellement placée en garde à vue pour homicide volontaire ou involontaire et dissimulation de cadavre. Son avocat, Maître Carole Dubois, une pénaliste réputée du barreau de Paris, était arrivé rapidement. Après avoir consulté sa cliente en privé, Maître Dubois annonça qu'Amélie acceptait de faire une déclaration complète. L'interrogatoire formel commença à 17 heures, enregistré et retranscrit par un greffier. « Je vais tout vous dire », commença Amélie, la voix tremblante mais déterminée. « Pas parce que je cherche à me justifier, mais parce que, après 10 ans de mensonges, je n'en peux plus. 10 ans à vivre avec ce poids, 10 ans à me réveiller chaque nuit en le revoyant tomber. » Elle prit une grande inspiration. « Mon père m'a effectivement appelé le 18 août. Il m'a dit qu'il avait découvert des choses graves sur mes finances, qu'il voulait m'en parler face à face. Il m'a demandé de le rejoindre sur son yacht le mardi 22 au soir. J'ai accepté. Je savais ce qu'il avait trouvé, l'argent. »« D'où venait cet argent ?» demanda Sophie. « De l'entreprise, » admit Amélie. « Mais pas comme mon père le pensait. Je n'ai pas détourné directement des fonds. C'est plus compliqué. » Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. En 86, j'avais besoin d'argent pour mon appartement à Paris. Les prêts bancaires ne suffisaient pas. Ma mère ne pouvait pas m'aider davantage. J'ai demandé à mon père. Il a refusé. Il disait que je devais me débrouiller seul, que c'était comme ça qu'on construisait son caractère. Nous nous sommes disputés violemment. J'étais furieuse, humiliée. C'est alors que Vincent Deschamps m'a contacté. Il connaissait ma situation. Il m'a proposé un arrangement. Il me prêterait l'argent et je le rembourserais quand je le pourrais. Pas de contrat formel, juste une entente entre nous. J'ai accepté. Thomas fronça les sourcils. Vincent Deschamps vous a prêté 300 000 francs? Oui, mais ce n'était pas son argent personnel. Il l'a pris dans les comptes de l'entreprise en créant de fausses factures de sous-traitance. Il était expert comptable. Il savait comment masquer les mouvements. Il me disait que c'était temporaire, que je rembourserais, que mon père ne le saurait jamais. « Et vous l'avez remboursé ?» demanda Sophie. « Pas complètement. En 89, j'avais rendu environ 100 000 francs. Il en restait 200 000. Vincent commençait à s'inquiéter parce que mon père vérifiait les comptes de plus en plus. Il m'a dit qu'on devait accélérer les remboursements. Mais je n'avais pas les moyens. Mon agence venait de démarrer, je gagnais à peine de quoi vivre. Donc, quand votre père vous a appelé, j'ai paniqué, avoua Amélie. Je savais qu'il avait découvert les mouvements d'argent. Je pensais qu'il allait m'accuser, me déshériter, peut-être même porter plainte. Ma carrière aurait été finie avant de commencer. Je suis descendu à Cassis ce soir-là, déterminé à tout lui expliquer, à le supplier de me pardonner. Racontez-nous ce qui s'est passé sur le yacht. Amélie ferma les yeux, comme pour revivre la scène. Je suis arrivé au port vers 22h30. Le yacht était déjà parti. J'ai vu ses feux au loin. J'ai loué un petit bateau à moteur. Il y avait un type sur le port qui louait des zodiacs aux touristes. Je lui ai dit que je voulais faire une balade nocturne. Il m'a trouvé bizarre, mais l'argent était bon. J'ai rejoint le Belle Étoile en mer. Mon père m'attendait. Il avait préparé du champagne, comme s'il s'agissait d'une occasion spéciale. Mais quand je suis monté à bord, j'ai vu son visage. Il n'était pas en colère. Il était triste, profondément, douloureusement triste. Nous nous sommes assis sur le pont arrière. Il a rempli 2 verres et il m'a dit « Amélie, je t'ai toujours aimée, mais je ne te reconnais plus. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» J'ai essayé de lui expliquer que c'était Vincent, que j'allais rembourser, que ce n'était pas vraiment du vol. Mais il écoutait à peine. Il m'a dit qu'il avait contacté un avocat, qu'il allait modifier son testament, que je ne méritais plus rien de lui. J'étais désespéré. J'ai pleuré, supplié. Je lui ai dit que j'étais désolé, que j'étais jeune et stupide à l'époque, que je ferais n'importe quoi pour réparer. Mais il restait inflexible.
Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Et puis il s'est levé. Il m'a dit que la conversation était terminée, que je devais partir. Il allait rentrer au port avec moi, me déposer, et ensuite il prendrait sa décision finale concernant mon héritage. Il était debout près du bastingage, me tournant le dos. Amélie s'arrêta, la respiration saccadée. « Et » pressa doucement Sophie. « Il a trébuché, » dit Amélie. « Je ne sais pas sur quoi, un cordage peut-être, ou le roulis du bateau. Il a perdu l'équilibre. Il s'est cogné la tête contre le bastingage. Je l'ai vu tomber en arrière, dans l'eau. Ça s'est passé si vite. Une seconde, il était là. La suivante, il était dans la mer. J'ai crié. Je me suis précipité. J'ai cherché une bouée, quelque chose pour le sauver. Mais il faisait nuit. L'eau était noire. Je ne le voyais plus. J'ai appelé encore et encore. Rien. J'ai pris le Zodiac, j'ai cherché pendant ce qui m'a semblé être des heures, peut-être 20 minutes en réalité, mais je ne trouvais rien, le courant l'avait emporté, ou il avait coulé, je ne sais pas. Et puis j'ai paniqué, vraiment paniqué. Je me suis dit que personne ne me croirait, que tout le monde penserait que je l'avais tué pour l'héritage, que l'épreuve du détournement d'argent ne ferait que renforcer cette impression. J'ai eu peur. Alors, j'ai fait la chose la plus lâche de ma vie. Je suis rentré au port avec le Zodiac. J'ai laissé le Belle Étoile dériver avec le moteur au ralenti. J'ai pris ma voiture et je suis rentré à Paris. Le lendemain, quand j'ai appris que le yacht avait été retrouvé, j'ai fait semblant de ne rien savoir. J'ai menti à la police, à ma famille, à tout le monde. Pendant 10 ans, j'ai vécu avec ce secret. J'ai cru que je deviendrais folle. Chaque fois que quelqu'un mentionnait mon père, chaque fois que je voyais la mer, je revoyais cette nuit, son visage quand il est tombé, la façon dont l'eau noire l'a avalé. Amélie se tut. Des larmes coulaient librement maintenant. Sophie et Thomas échangèrent un regard. L'histoire d'Amélie était cohérente, émotionnellement crédible. Mais était-ce la vérité? Ou une version arrangée pour minimiser sa culpabilité? Où est le corps de votre père? Demanda Sophie. « Je ne sais pas, » répondit Amélie. « La mer l'a pris. Je n'ai jamais su où. Et Vincent Deschamps, il était au courant? Non, je ne lui ai jamais dit. Après la disparition, il m'a appelé une fois, terrifié que la vérité sur l'argent sorte pendant l'enquête. Je lui ai promis que personne ne saurait jamais, et personne n'a su, jusqu'à maintenant. » Sophie laissa le silence s'installer. Elle devait décider. Inculper Amélie pour homicide volontaire ou accepter la thèse de l'accident suivi de non-assistance à personne en danger? Vous comprenez que votre version des faits est difficile à croire, dit-elle finalement. Vous admettez avoir été présente lors du décès de votre père, avoir quitté les lieux sans appeler les secours, avoir menti pendant 10 ans. Même si c'était un accident, vos actions constituent des infractions graves. Je sais, murmura Amélie. Je sais. Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Je ne demande pas votre pitié. Je veux juste que la vérité soit dite. L'interrogatoire se poursuivit pendant 3 heures encore. Maître Dubois veillait, intervenait parfois pour protéger sa cliente. Mais Amélie répondait à toutes les questions, ne se dérobait pas, acceptait la responsabilité de ses actes. À 21 heures, Sophie décida de suspendre l'interrogatoire. Amélie passerait la nuit en cellule de garde à vue. Demain, le procureur déciderait des suites à donner. En sortant de la salle d'interrogatoire, Thomas demanda à Sophie « Tu la crois ?» Sophie réfléchit longtemps avant de répondre. « Je crois qu'elle croit ce qu'elle raconte. Mais la vérité, la vraie vérité, je pense qu'elle est au fond de la Méditerranée, avec Henri Lavallée. » Les semaines qui suivirent l'interrogatoire d'Amélie Lavallée furent un tourbillon juridique et médiatique. L'affaire, qui avait captivé l'opinion publique 10 ans plus tôt, revenait sous les projecteurs avec une violence renouvelée. Les journaux titres étaient unanimement sensationnalistes. La fille accuse, c'était un accident. 10 ans de mensonges, Amélie Lavallée avoue. Le journal qui accuse sa propre fille. Le procureur de la République de Paris, après avoir étudié le dossier, décida d'inculper Amélie Lavallée de non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et entrave à la justice.
L'accusation d'homicide volontaire fut écartée faute de preuves suffisantes. Le doute subsistait, accident ou meurtre. Sans corps, sans témoin, avec seulement la version d'Amélie, impossible de trancher avec certitude. Vincent Deschamps fut également inculpé de abus de biens sociaux et de complicité de détournement de fonds pour son rôle dans le prêt illégal consenti à Amélie. À 63 ans, l'homme qui avait consacré sa vie aux établissements Lavallée se retrouvait accusé d'avoir trahi la confiance de son meilleur ami. Le procès s'ouvrit au tribunal correctionnel de Paris le 12 mars 2000. La salle d'audience du palais de justice était bondée. Journalistes, curieux, membres de la famille Lavallée, tous voulaient entendre la vérité directement de la bouche d'Amélie. Solène Lavallée était présente, assise au premier rang, le visage fermé. Elle n'avait jamais vraiment cru à la version officielle de l'accident, avait toujours senti qu'il manquait quelque chose. Aujourd'hui, elle découvrait l'ampleur de ce qui avait été caché. Pendant 3 jours, Amélie répéta son récit devant la cour. Elle décrivit la relation difficile avec son père, l'arrangement financier avec Vincent, la nuit du 22 août 89. Sa voix tremblait parfois, mais elle ne fléchissait pas. Maître Dubois plaida l'accident tragique, la panique d'une jeune femme confrontée à l'impensable, les 10 années de tourments psychologiques qui constituaient déjà une forme de punition. Le procureur, lui, souligna la gravité des mensonges, l'égoïsme d'Amélie qui avait privé sa famille de la vérité et de la possibilité de faire leur deuil correctement. Qu'il s'agisse d'un accident ou d'un meurtre, argumenta-t-il, Mademoiselle Lavallée a choisi sa liberté plutôt que la justice. Elle a laissé le corps de son père dans la mer, elle a menti à sa belle-mère, aux enquêteurs, à la société entière. Cette lâcheté mérite une sanction sévère. Vincent Deschamps témoigna également. Vieilli, voûté, il admit sa responsabilité dans le détournement de fonds. « Je voulais aider Amélie », expliqua-t-il. « Henri était mon ami, mais il était dur avec sa fille. Je pensais réparer cette injustice. Je n'ai jamais imaginé que cela mènerait à tout ça. Si j'avais su... » « Si vous aviez su quoi ?» demanda le juge. Vincent baissa la tête. « Si j'avais su qu'Henri allait confronter Amélie ce soir-là, je l'aurais appelé. Je lui aurais dit que c'était moi le responsable, pas elle. Peut-être que ça aurait changé les choses. Peut-être qu'il serait encore en vie. » Le témoignage le plus émouvant fut celui de Madame Garnier, l'ancienne secrétaire d'Henri, maintenant âgée de 76 ans. Elle parla d'Henri avec affection, décrivant un homme intègre mais inflexible, incapable de tolérer ce qu'il percevait comme une trahison. « Si Amélie dit la vérité, déclara-t-elle, si c'était vraiment un accident, alors c'est la rigidité d'Henri qui a causé sa propre mort. Il aurait dû pardonner à sa fille. L'orgueil familial l'a tué autant que la chute. » Après 3 jours de débat, le tribunal se retira pour délibérer. Le verdict tomba le 15 mars 2000. Amélie Lavallée fut reconnue coupable de non-assistance à personne en danger et d'entrave à la justice. Elle fut condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. 2 ans fermes, une peine relativement clémente compte tenu de la gravité des faits. Mais le tribunal reconnut les circonstances particulières, le remords sincère de l'accusé et l'absence de preuves d'intention homicide. Vincent Deschamps fut condamné à 3 ans avec sursis et à une amende de 200 000 francs pour abus de biens sociaux. Le juge, en prononçant le jugement, ajouta des mots qui résonnèrent dans toute la salle. Cette affaire illustre les ravages que peuvent causer les non-dits familiaux, l'orgueil et le poids des secrets. Un père et sa fille, incapables de se parler franchement, ont détruit 2 vies. Si Henri Lavallée avait écouté sa fille avec compassion plutôt que jugement, si Amélie Lavallée avait eu le courage de demander de l'aide plutôt que de mentir, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Le véritable coupable dans cette histoire, au-delà des individus, c'est le silence. Amélie fut transférée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le soir même. Elle y passerait les 2 prochaines années avec possibilité de réduction de peine pour bonne conduite. Solène Lavallée quitta le tribunal sans faire de déclaration. Plus tard, elle accorderait une interview à Le Monde où elle exprimerait son sentiment. « Je ne sais toujours pas exactement ce qui est arrivé à Henri cette nuit-là.
Amélie dit que c'était un accident. Peut-être. Mais même si je lui pardonne un jour, je ne pourrai jamais oublier qu'elle m'a volé 10 ans de vérité. 10 ans où j'aurais pu faire mon deuil correctement, honorer sa mémoire, comprendre. Ces 10 ans, personne ne me les rendra. Le journal intime d'Henri fut rendu à Solène après le procès. Elle ne le lut jamais. Elle le plaça dans un coffre-fort de sa banque avec les autres souvenirs de son mari disparu. Quant au corps d'Henri Lavallée, il ne fut jamais retrouvé. Les courants méditerranéens sont imprévisibles, les profondeurs insondables. Quelque part entre Cassis et la Ciotat, dans les eaux bleues et froides de la Méditerranée, repose un homme qui voulut confronter sa fille à la vérité et en paya le prix ultime. En prison, Amélie commença à écrire. Pas un journal intime. Elle avait vu ce que les journaux pouvaient causer, mais des lettres. Des lettres à son père, qu'elle ne posterait jamais, où elle lui disait tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire de son vivant. « Papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tu avais raison sur tellement de choses. J'aurais dû être honnête dès le début. J'aurais dû accepter ton refus, trouver un autre moyen, mais j'étais jeune, fier, stupide. Et maintenant tu es parti, et je dois vivre avec ça pour toujours. » Elle fut libérée en mars 2002, après avoir purgé 18 mois de sa peine. Elle ne revint jamais à l'architecture. Trop de publicité, trop de questions. Elle s'installa dans une petite ville de Normandie, loin de Lyon, loin de Paris, loin de la mer. Elle travailla comme dessinatrice technique pour une entreprise de construction locale, sous son nom de jeune fille Marguerite. Vincent Deschamps ne se remit jamais vraiment de l'affaire. Il mourut en 2004 d'une crise cardiaque, emportant avec lui ses propres regrets et ses propres secrets. Jusqu'à la fin, il maintint qu'il avait voulu aider, qu'il n'avait jamais eu de mauvaises intentions. Les anciens employés des établissements Lavallée, dispersés dans d'autres entreprises après la liquidation finale en 2001, continuèrent à parler d'Henri pendant des années. Dans les bouchons lyonnais, autour d'une bouteille de Beaujolais, ils évoquaient le patron qui connaissait leur prénom, qui se souciait de leur famille. Henri Lavallée était un homme bien, disait-il. Trop dur, peut-être, mais honnête. Et au final, c'est son honnêteté qui l'a tué. En août 2005, 16 ans après la disparition, une plaque commémorative fut installée au port de Cassis, face à la mer. Une initiative de quelques anciens collègues et amis d'Henri. Elle portait une inscription simple. À la mémoire d'Henri Lavallée, 1937-1989. Industriel lyonnais, homme d'honneur, disparu en mer. La vérité surgit toujours, même des profondeurs. Amélie ne vint jamais voir cette plaque, mais chaque année, le 23 août, quelqu'un y déposait une rose blanche. Solène? Amélie elle-même? Personne ne le sut jamais. Certains mystères méritent de rester intacts. Ce cas nous montre comment les secrets peuvent dévorer une famille entière, comment l'orgueil et la fierté peuvent transformer une relation père-fille en tragédie. Henri Lavallée voulait confronter sa fille, lui faire face avec la vérité. Amélie voulait se justifier, obtenir le pardon. Aucun des deux n'imaginait que cette conversation se terminerait dans les eaux noires de la Méditerranée. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous vraiment qu'il s'agissait d'un accident, ou Amélie a-t-elle caché une vérité encore plus sombre? Les commentaires sont ouverts pour vos théories. Si ce type d'enquête approfondie vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresserait à ce genre de mystère familial. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.